Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire intitulé Retrouver sa masculinité après un cancer de la vessie. Je m'appelle Alain Bergeron, je suis bénévole depuis plusieurs années chez Cancer de la vessie Canada. Je suis notamment le coordonnateur de la marche de sensibilisation au cancer de la vessie de la ville de Québec et je dirige aussi le groupe de soutien francophone qui se réunit une fois par mois sur Zoom. C'est un honneur pour moi d'animer ce webinaire et je suis très heureux que vous soyez avec nous ce soir pour en apprendre davantage sur les stratégies visant à traiter certains des effets secondaires sexuels qui peuvent découler des traitements contre le cancer de la vessie. Chez Cancer de la vessie Canada, nous croyons que l'éducation responsabilise les patients et peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer de la vessie. Et c'est justement le but du webinaire de ce soir. N'oubliez pas que les webinaires contiennent du contenu destiné uniquement au partage d'informations et ne doivent pas être considérés comme des conseils médicaux. Discutez toujours avec votre médecin de ce qui vous convient le mieux. Finalement, si vous rencontrez des problèmes techniques pendant la présentation, Teresa Blondin, la gestionnaire nationale des bénévoles et des programmes de cancer de la vessie Canada, et moi-même surveillons les messages dans le chat. Alors, laissez-nous un message et nous serons heureux de vous aider. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité de ce soir, qui est le docteur Vincent Fradet. Dr Fradet est urologue oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Il est professeur agrégé au département de chirurgie de l'Université Laval. Il est aussi chercheur dans l'axe oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, et au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval. Il est également un chercheur affilié au Centre Nutris et à l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels, plus connu sous le nom de l'INAF. Alors, ce soir, il va discuter des effets secondaires sexuels les plus communs après les traitements du cancer de la vessie chez les hommes et des moyens pratiques pour faire face aux défis qui peuvent survenir dans le domaine de l'intimité et des relations après les traitements. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Dr Fradet. Merci beaucoup, Alain. C'est une belle introduction. Bonjour à tout le monde. Si vous permettez, je vais enclencher le partage d'écran. Je dois dire que je suis très heureux de constater qu'il y a des participants de Montréal, Gatineau, d'un peu partout au travers du Québec qui s'intéressent à ce sujet. Il peut être un peu sensible, mais dont on va essayer de démystifier certains des points qui, je trouve, sont importants. Et donc, retrouver sa masculinité après un cancer de la vessie. Je vais commencer d'abord par des remerciements. En fait, les diapositives ont été travaillées à partir de celles de Jay Nanak, un de mes collègues urologues, qui est aussi professeur à l'Université du Manitoba. Il est un cofondateur de la Men's Health Clinic, donc c'est un des leaders à l'échelle canadienne dans ce domaine. Et évidemment, des remerciements importants pour Cancer de la vessie Canada pour cette invitation à présenter sur ce sujet et aussi dans l'aide de la préparation des diapositives. Évidemment, merci à vous tous pour votre participation, mais on y reviendra. Alors, dans la prochaine demi-heure ou 40 minutes, on m'a demandé d'utiliser ce temps pour parler d'anatomie et physiologie masculine. On va parler de fonction et dysfonction sexuelle. Ensuite, on parlera des obstacles aux soins, probablement un sujet qui me touche le plus parce que de prendre conscience de cet aspect peut avoir un impact sur la santé sexuelle. On va parler des causes de la dysfonction sexuelle et enfin de la gestion de la dysfonction sexuelle. Alors, pour commencer, masculinité n'égale pas fonction érectile. Pour de nombreux hommes, produire des érections fermes, être capable d'éjaculer ou donner du plaisir à leur partenaire est au cœur de leur identité masculine, tout comme leur désir. Le désir qui est en bonne partie culturellement construit. Ce désir d'être émotionnellement fort et indépendant. Ainsi, lorsque la récupération sexuelle est lente, les hommes peuvent se sentir découragés ou éviter même les engagements sexuels.
Alors, le besoin d'indépendance peut aussi conduire à ce que les patients qui souffrent de dysfonction érectile ne signalent pas leurs problèmes, notamment parce que l'activité sexuelle révèle de la sphère privée. Alors, ça, c'est on pourrait dire une mise en garde, une prise de conscience importante. Je pense que tout homme, tout couple devrait en prendre conscience. Dans la prochaine section, je vous invite à discuter d'anatomie et de physiologie masculine. Alors, l'anatomie masculine. Vous voyez que la vessie et la prostate sont au fond du plancher pelvien, sont au fond, en fait, de tout l'abdomen. Hein. Ici, il y a les intestins dans le haut et la vessie et la prostate sont littéralement appuyées sur le plancher pelvien qui est en continuité, comme je le montre avec le pointeur laser ici, avec le sphincter anal qu'on a tendance facilement à sentir puisqu'on est habitué de se retenir là, mais le plancher pelvien aussi, c'est la même chose. Alors, on a la prostate, on a les canaux éjaculateurs, dans le fond, qui amènent les spermatozoïdes à partir des testicules jusque dans la prostate et qui, lors de l'éjaculation, se mélangent avec le fluide prostatique pour être éjaculés et donc pouvoir concevoir des enfants, par exemple, ou contribuer à la fonction sexuelle. Donc, on a le pénis ici. Hein, vous voyez que c'est une image qui est tranchée de côté. Et donc, la verge a plusieurs composantes, dont l'urètre qui amène l'urine ou l'éjaculat, et dont les corps caverneux qui sont responsables de l'érection. Tout ça, c'est soutenu par des ligaments qui sont appuyés sur ou ancrés dans le pubis, qui est l'os ici qu'on peut palper. Donc, mais il y a aussi des nerfs qui sont très, très importants. Donc, les nerfs pelviens sont d'abord un plexus nerveux. Hein, vous voyez le plexus pelvien ici, qui est distribué autour du rectum, mais qui va donner des branches très importantes qui vont circuler entre le rectum ici en arrière et la prostate, qui est illustrée en mauve, qui vont circuler donc le long de la prostate pour donner les nerfs caverneux qui sont responsables de donner le signal de la vasodilatation, donc pour créer l'érection. Il y a aussi des nerfs qui sont plutôt des nerfs sensoriels. En anglais, on les appelle le pudendal nerve ou en français le nerf honteux, qui éventuellement donne des branches jusqu'au nerf dorsal, pénien et les nerfs cutanés, qui eux sont plutôt responsables de la sensation et du plaisir. Alors, c'est important de prendre conscience que sont des ensembles nerveux complètement différents. Donc, même si on a une atteinte du plexus pelvien, par exemple, ici, auprès des nerfs caverneux lors d'une chirurgie pelvienne, eh bien, la sensibilité, les nerfs de la sensibilité, eux, vont être maintenus. Et donc, la capacité d'avoir un orgasme aussi va être maintenue. Donc, il faut prendre conscience que lorsqu'on a une intervention chirurgicale profondément dans le bassin, comme au rectum, à la prostate ou à la vessie, donc lorsqu'on fait les ablations de ces organes-là, typiquement pour cancer, eh bien, on peut avoir une atteinte de ces nerfs-là, ici, du plexus nerveux, et donc de la fonction sexuelle. Donc, ça, c'est la physiologie, l'anatomie de la physiologie. Maintenant, la composante physiologique au niveau plus centré sur la verge se décompose en plusieurs aspects. Donc, vous voyez qu'il y a les nerfs qui sont ici responsables de la sensation. On a des artères et des veines qui sont responsables d'une bonne partie du drainage veineux. Ces veines-là se rejoignent dans un plexus veineux assez important. C'est intéressant de penser que comme le pénis est un organe très vasculaire, c'est un organe qui va avoir dont le changement de vascularité peut en fait entraîner les érections. Mais ça veut dire qu'il y a un retour veineux aussi très important. Et dans les années 80, 90, 2000, il y a même eu de la recherche pour comprendre mieux ce retour veineux parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'en situation de traumatisme, on peut irriguer et donner des transfusions sanguines ou du liquide dans un cadre de réanimation volémique importante pour sauver des vies. Donc, en réalité, ça s'est fait dans des cas de traumatisme. Donc, on peut dire en fait qu'il y a certains hommes qui ont été littéralement sauvés par leur pénis dans une situation de traumatisme. Blague à part,
Cette physiologie-là est très importante parce qu'il faut comprendre qu'il y a des nerfs et lorsqu'on fait des traitements, il faut les préserver, mais il y a aussi un réseau veineux qui contribue à drainer rapidement le réseau sanguin et qui parfois peut être cause de dysfonction érectile, tout comme il y a un réseau vasculaire artériel qui, lui, apporte le sang dans le pénis et qui, lui, peut aussi être problématique et on reviendra. C'est pour ça qu'il y a des causes de dysfonction érectile qui sont associées aux maladies cardiovasculaires. Un petit peu plus profondément maintenant, dans le pénis, on retrouve les corps caverneux avec l'artère caverneuse ici, qui est distincte de l'artère que je vous montrais tout à l'heure, plutôt en superficielle, qui irrigue plutôt la peau du pénis. Et donc, les corps caverneux, en fait, sont les corps qui sont le tissu réellement érectile, qui, lui, va changer de volume et on va voir comment ça va se faire. Il y a aussi le corps spongieux ici, qui entoure l'urètre, qui peut se dilater aussi légèrement. Et on voit les différentes couches ici, en particulier le fascia de Bock, qui est en blanc ici, qui entoure l'ensemble des structures. C'est un fascia qui a une élasticité, mais qui éventuellement a une élasticité limite, et c'est ça qui va donner la rigidité au pénis lorsqu'il va se gonfler de sang. Et ensuite, ben, on a des tuniques plus superficielles, comme les fascias de Dartos, qui est sous la peau. La physiologie de l'érection, essentiellement, c'est relativement simple parce que le pénis est une éponge qui peut se gonfler. Donc, vous voyez à votre gauche le pénis qui est flasque avec les vaisseaux sanguins qui peuvent amener plus de sang. Et ça se fait par une relaxation des muscles lisses sanguins qui entraîne une dilatation des vaisseaux artériels et qui entraîne une relaxation sinusoïdale, donc l'ensemble de l'éponge essentiellement, qui va entraîner une compression du plexus veineux et qui, lorsque le plexus veineux va se gorger de sang et de l'éponge va se gorger de sang, éventuellement, la tunique, le fascia de Bock va atteindre sa capacité maximale, ce qui va entraîner une compression veineuse et donc va augmenter une augmentation de la pression et créer l'érection. Alors, c'est là qu'on va, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent entraîner des problèmes de dysfonction érectile et vous aurez cette anatomie et cette physiologie-là en tête lorsqu'on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais parler de la fonction et des dysfonctions sexuelles. La fonction sexuelle est multifactorielle. Hein, on vient de parler de la fonction érectile qui est purement physiologique au niveau pénien, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres dimensions qui entrent en jeu pour atteindre une érection d'une belle qualité. À commencer par le désir sexuel. Et ensuite, la fonction orgasmique est dépendante de l'état psychologique dans lequel on est, dont le désir sexuel fait partie. Il y a l'éjaculation qui est une autre composante de la fonction sexuelle. Certains vont accorder une importance à la longueur du pénis, d'autres patients pas du tout. D'autres vont accorder une importance très grande à l'image corporelle, alors que pour plusieurs patients, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des préoccupations sociales, il y a même la stigmatisation qui peut s'exercer, puis les patients qui se sentent stigmatisés, peu importe pour la caractéristique, peu importe la caractéristique de stigmatisation, ça va affecter leur état émotionnel et l'état psychologique. Et c'est probablement donc un des déterminants les plus importants de la fonction sexuelle globalement, soit l'état émotionnel et l'état psychologique. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience parce que la fonction sexuelle, c'est une fonction globale. C'est pas juste une érection et c'est pas juste une capacité d'avoir une pénétration ou même d'éjaculer. C'est multifactoriel. La dysfonction érectile, maintenant, c'est un phénomène qui est très courant. Alors, on dit jusqu'à 90 patients pourraient souffrir d'un trouble érectile après certaines interventions chirurgicales dans le fond pelvien, comme la prostate, la vessie ou le rectum, à cause des lésions causées aux nerfs caverneux, comme on l'a vu tout à l'heure, des lésions qui sont directes aux nerfs, à cause d'inflammation, de fibrose autour de ces nerfs-là, ou même à l'intérieur du corps caverneux, éventuellement, ou des phénomènes d'ischémie, c'est-à-dire de mauvaise vascularisation. Donc, l'âge, en fait, est un phénomène aussi qui est lié à la dysfonction érectile parce que ces mécanismes physiologiques-là sont délicats et vont moins bien fonctionner typiquement avec l'âge, mais aussi
avec les problèmes des comorbidités qu'on appelle, donc d'autres problèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et vasculaires, parce que vous avez vu que les vaisseaux sanguins sont très sensibles. Alors, autant les vaisseaux coronariens peuvent se bloquer, ben, les vaisseaux péniens peuvent se bloquer. Alors, c'est un peu toute la même physiologie et même j'ai dépisté plusieurs cas dans ma carrière, comme tous les urologues d'ailleurs, de maladies cardiovasculaires par des patients qui se présentent d'abord et avant tout avec des problèmes de dysfonction sexuelle dont on a l'impression que la cause vasculaire est sous-jacente. Donc, ça mène parfois à des diagnostics et de prévention d'infarctus. Donc, ça, c'est important. Tous ces phénomènes-là sont associés à l'âge, évidemment, qui, lui, peut être associé aussi avec la libido, puis avec d'autres composantes psychologiques aussi. Il y a de multiples causes de la dysfonction sexuelle, dont la cause, on parle de organique ou physiologique, iatrogénique, lorsque il y a un traitement, par exemple chirurgical dont on a parlé, qui entraîne la dysfonction sexuelle, mais il y a aussi plusieurs médicaments, par exemple les médicaments pour la dépression ou le stress, l'anxiété, qui peuvent entraîner la dysfonction sexuelle. Il y a des causes psychologiques dont on parlera un petit peu plus. Il y a des causes qui sont liées aux partenaires. Ce n'est pas tous les partenaires qui sont à même d'avoir une fonction sexuelle et donc des fois ça peut causer différents problèmes tant au niveau anatomique que psychologique et donc engendrer une dysfonction sexuelle. Puis il y a aussi des changements qui sont liés au parcours de vie, hein, c'est-à-dire qu'on peut avec le temps redéfinir nos priorités en matière de sexualité. Et souvent, ça se fait avec l'âge, parfois ça se fait avec des maladies, parfois ça se fait avec d'autres prises de conscience dans la vie, mais peu importe la cause, ces priorités en matière de sexualité-là vont s'exercer, puis peuvent causer une dysfonction sexuelle. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Maintenant, j'aimerais parler des obstacles aux soins. Ici, l'objectif est de prendre conscience qu'il existe plusieurs barrières en soins de santé sexuelle. Les plus communes sont les obstacles de nature psychosociale. On va prendre un petit peu plus de temps ici parce qu'il est sujet de perte, de deuil, de dépression, d'anxiété. Donc, ce sont toutes des variables psychologiques qui ont un impact important sur le désir, mais sur l'état psychologique dans lequel l'homme ou la femme, c'est la même chose, se retrouve. Et puis, il y a toute la notion de perte de la masculinité. Hein? Comme on disait tout à l'heure en entrée de jeu, l'érection n'est pas la masculinité et l'éjaculation ou la fonction sexuelle non plus ne l'est pas. Encore une fois, avoir des érections fermes, pouvoir éjaculer, la capacité à donner du plaisir au partenaire, c'est au cœur de l'identité masculine de plusieurs patients. Et puis, pallier aux troubles de l'érection lorsqu'il y a un échec de régler ces troubles de l'érection-là, il y a un sentiment de démasculation, en fait, qui s'exerce. Donc, plusieurs hommes ne se sentent plus masculins. Et puis, ce sentiment-là peut prévenir les hommes atteints de problèmes sexuels à aller chercher d'autres aides. Donc, ça, c'est un cercle éventuellement qui peut causer les hommes d'arrêter de chercher de l'aide, alors que parfois, certaines solutions peuvent fonctionner. Parfois, des hommes vont faire le deuil tout simplement de leur fonction érectile ou même plus globalement de la fonction sexuelle, alors que ce sont des choses qui sont déconnectées. Les hommes vont souvent faire le deuil d'aller chercher de l'aide pour leur fonction érectile ou pour leur fonction sexuelle plus globalement. Et puis, on constate d'ailleurs que plus les hommes vont chercher de l'aide, pas juste chercher de l'information, mais réellement chercher de l'aide, consulter, on va voir plus tard de quoi on parle, eh bien, on se rend compte que les gens qui vont chercher de l'aide précocement, en réalité, vont être mieux préparés et vont probablement avoir une récupération sexuelle plus réussie. Donc ça, il y a des études qui ont démontré ça. D'autres études ont évalué la fonction psychologique et les impacts sur la fonction sexuelle. Alors, aller chercher de l'aide augmente les chances d'avoir une fonction sexuelle normale. Et puis, lorsque les hommes vont chercher de l'aide, par contre, globalement, contrario des femmes qui, elles, vont avoir
plus typiquement de chercher de l'aide, les hommes ont tendance à se positionner en tant que recherche ou chercheur d'information plutôt qu'en tant que chercheur d'aide ou demande de soutien. Alors que lorsqu'on va vraiment chercher de l'aide et du soutien, c'est là où on a des meilleurs résultats au niveau de la fonction sexuelle globalement et même de la fonction érectile. Un autre enjeu, c'est que les gens vont considérer l'activité sexuelle comme une affaire privée, ce qui réduit évidemment la capacité de demander de l'aide. Donc, toutes ces réticences-là entravent la capacité de guérir, entravent même les relations dans le couple ou même occasionnellement par stigmatisation, voire auto-stigmatisation, peuvent entraver les relations. Et on voit ça à l'occasion, c'est malheureux, mais on le voit à l'occasion au travers de nos patients. Donc ici, c'est important de normaliser le deuil, d'accepter que les pertes d'ordre sexuel peuvent mener à une nécessité d'aller chercher des aides à l'érection. Et tout ça, ça peut atténuer des sentiments parfois de colère ou de démoralisation, voire d'émasculation quand on en parlait. Et tout ça, ça peut aider au rétablissement de la fonction sexuelle globalement et même la fonction érectile. Donc, il y a des obstacles d'ordre psychosocial dont il faut être conscient. Il y a aussi des obstacles en matière de soins de santé. Il faut être conscient qu'on n'enseigne pas à la faculté de médecine, on ne s'enseigne pas dans les facultés de sciences de la santé comment nécessairement communiquer et comment être à l'aise avec le sujet de la fonction sexuelle. Donc, il y a un inconfort, il y a occasionnellement peut-être un malaise de la part du prestataire de soins. Je dirais que tous les prestataires de soins vont discuter de la fonction sexuelle, mais souvent, on va se centrer sur la fonction cancer dans ce qui nous intéresse dans la situation de cancer de la vessie, puis on peut passer sous silence la question de la fonction sexuelle. Alors, ça peut avoir un impact pour l'accès aux services de sexologues qui sont réellement à l'aise avec le sujet, qui sont experts et qui sont très bien formés, mais aussi avoir accès à d'autres conseillers en santé mentale, comme des psychologues, par exemple, qui ne sont pas nécessairement des sexologues. Donc, il y a différents aspects dont il faut être conscient et comme patient ou comme famille ou comme membre de couple, d'être conscient de ça, ça peut nous inciter ou faciliter à faire tomber certaines de ces barrières-là pour mieux avoir accès à des différents soins de santé. Alors, les psychologues, sexologues sont des partenaires dans nos équipes de soins multidisciplinaires qui sont très importants, très bien formés et qui souvent, on le voit, ont un impact très positif sur la fonction sexuelle, parfois même sur la fonction érectile de nos patients atteints de cancer. On voit qu'il y a des obstacles plus spécifiques. Hein, le fait de vivre avec une stomie, c'est un impact qui est très important. Plus de la moitié des patients qui vivent avec une stomie, qu'elle soit de nature digestive ou urinaire, qui étaient sexuellement actifs, vont laisser tomber les activités sexuelles après. Ça crée toutes sortes d'inquiétudes, on a peur. La chirurgie, évidemment, va entraîner des effets secondaires parfois. La radiothérapie aussi entraîne des effets secondaires qui souvent sont durables et qui peuvent entraver la fonction sexuelle. Évidemment, il y a la question des soins de fin de vie où la nature de la fonction sexuelle s'exerce de manière très différente. Souvent, les priorités sont redéfinies à ce moment-là. Et il y a aussi les orientations sexuelles. Par exemple, les hommes gays, bisexuels ou queer sont confrontés à des défis particuliers. Hein, comparés à leurs homologues hétérosexuels, les hommes bisexuels, queer ou gays, par exemple, si plus étudiés en cancer de la prostate, ont plus de détresse psychologique en lien avec ces facteurs-là. Par exemple, perdre la prostate ou perdre dans le cadre d'une cystoprostatectomie, par exemple, ça peut entraîner un sentiment de démascularisation, plus de détresse au niveau psychologique. Donc, c'est important pour nous d'être conscients du côté soins de santé. C'est important aussi au niveau des patients d'être conscient que ce n'est pas tout le monde qui va vivre à cause du bagage culturel ou à cause de d'autres facteurs plus intrinsèques qui vont vivre la dysfonction sexuelle plus globalement de la même façon. Alors donc, tout ça, ce sont des facteurs importants. Le fait d'être en couple versus de vivre
de manière célibataire, d'avoir une relation de plusieurs partenaires, tout ça, ça peut avoir un enjeu. Et les multiples partenaires sont plus fréquents du côté des hommes qui sont queer, gays ou bisexuels. Et donc, tout ça, ça peut avoir un impact sur les conséquences de la fonction sexuelle et c'est important d'en être conscient. C'est l'objectif de cette diapositive. Maintenant, on va parler un petit peu plus des causes de la dysfonction érectile. Alors, la dysfonction érectile a un aspect psychologique. Donc, on parle de la diminution de l'excitation, diminution de l'intimité. Il y a des aspects situationnels aussi. Hein? On a parlé de situations qui peuvent être liées au partenaire ou reliées à la performance. Hein? Et on a plusieurs patients qui vivent de l'anxiété de performance. Ça peut parfois donner de la détresse psychologique. Ça peut être bidirectionnel. Donc, la détresse psychologique de d'autres causes aussi peut entraîner des dysfonctions érectiles. Et tout ça s'entrelace avec les dimensions physiologiques dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on décrivait l'anatomie pénienne et l'anatomie pelvienne. Eh bien, on a des causes vasculaires, on a des causes neurologiques, comme on a vu tout à l'heure, à la dysfonction érectile. On a des causes anatomiques, on a des causes traumatiques. Il y a certains traumatismes, par exemple, qui entraînent une circulation vasculaire trop grande et donc on perd le mécanisme d'avoir une occlusion veineuse et donc on perd la capacité d'avoir une érection et on a des causes iatrogènes. Hein, je vous mentionnais les médicaments ou les chirurgies qui sous-tendent la dysfonction érectile. Mais les causes psychologiques sont très importantes. Hein? Dans le contexte de cancer, on a des inquiétudes en lien avec la récidive de la maladie. On a des préoccupations liées à l'image corporelle. Hein? Si on a une stomie, des cicatrices d'une chirurgie, on peut parfois avoir de la difficulté à contrôler l'urine. Si on a un traitement pour cancer de la vessie ou cancer de la prostate. Et puis, on constate que la dépression, l'anxiété sont de plus en plus fréquentes et cette détresse-là, c'est important d'en prendre conscience et de la traiter. Tout ça, ça peut être lié à des troubles de l'intimité, des difficultés d'avoir accès à son partenaire. Donc, c'est très, très important d'avoir ce lien fort avec le partenaire de vie ou partenaire sexuel parce que il y a des dimensions qu'on peut outrepasser au-delà de l'érection lorsque l'érection est un problème. Et toutes les dimensions émotionnelles, c'est important d'avoir la capacité d'en parler dans le couple. Et ça, il y a des professionnels comme en psychologie ou en sexologie qui peuvent aider à faire ça, qui ont réellement une expertise, qui peuvent l'avoir. C'est pour ça aussi que les hommes qui sont célibataires peuvent trouver la situation plus difficile de relever leur handicap, par exemple sexuel à un nouveau partenaire ou autre. Donc, tout ça, c'est important d'en être conscient. Alors, lorsqu'on a un diagnostic de cancer, lorsqu'on a une dysfonction sexuelle qui est surajoutée, on a un risque de dépression qui est 2 fois plus grand que la population normale. Et souvent, il y a un cycle qui est trop entretenu. Hein. Lorsqu'on commence par une dysfonction érectile, parfois on peut avoir des pensées négatives ou de la culpabilisation. Ça peut entraîner de l'anxiété en lien avec la performance sexuelle. Et ça peut diminuer la libido, qui ensuite mène à de l'évitement des rapports sexuels, puis évidemment, qui aggrave la dysfonction sexuelle. Donc, ce cycle-là, parfois, on essaie de le briser en faisant différentes interventions. Maintenant, qui est susceptible de présenter une dysfonction érectile? Eh bien, c'est tout le monde. Hein, on a parlé tout à l'heure des autres causes, mais évidemment, les patients qui ont reçu une RTUTV, donc une résection de tumeur vésicale par voie transurétrale, des traitements intravésicaux, des cystectomies, de la radiothérapie, tout ça, ce sont des causes qui peuvent entraîner de la dysfonction érectile. Après une résection transurétrale, à l'occasion, on va rencontrer des patients qui ont des conséquences négatives sur la fonction sexuelle, ne serait-ce que par l'anxiété et la dépression. Mais les traitements intravésicaux aussi peuvent entraîner une certaine dysfonction sexuelle par douleur, inconfort, et c'est pour ça que ça va s'améliorer typiquement en cours de traitement. Donc, c'est surtout les traitements d'induction où on voit ça. La plupart des dysfonctions sexuelles sont considérées comme des conséquences de la charge psychologique ou émotionnelle, peut-être de la douleur ou de l'inconfort. Donc, les traitements locaux peuvent entraîner une certaine dysfonction sexuelle.
après une chirurgie plus grosse, comme une cystectomie radicale avec dérivation urinaire, eh bien, ça, c'est nécessairement une cause iatrogénique de la dysfonction érectile. Mais on entraîne des modifications du corps, des modifications de l'image corporelle, des changements émotionnels. Et tout ça, bien, ça s'inscrit dans un contexte social, mais ça s'inscrit aussi dans un contexte de couple qui peuvent engendrer des tensions relationnelles. Alors ça, c'est important aussi. C'est pas seulement le cancer de la prostate ou de la vessie, mais c'est aussi les gens qui ont un cancer colorectal, qui ont une résection du côlon ou du rectum en particulier, chez qui ça peut entraîner ce genre de problème. On a l'insuffisance artérielle dont on parlait tout à l'heure, dont plusieurs facteurs sont reliés. Hein. Le classique, c'est le tabagisme, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol, donc tous les facteurs qui peuvent entraîner une maladie cardiovasculaire systémique. Et on a parlé tout à l'heure de radiothérapie et de traumatisme. Tout ça, ça peut engendrer des problèmes vasculaires qui vont causer de l'impuissance ou de la dysfonction érectile. Ensuite, il y a les processus de neuropraxie, donc l'atteinte nerveuse dont on a parlé tout à l'heure pendant les chirurgies. Mais plus globalement, les maladies qui atteignent le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs périphériques peuvent induire une dysfonction érectile. Et donc, la chirurgie, évidemment, est la cause iatrogénique par excellence de ce phénomène de neuropraxie. On parlait de fuite veineuse tout à l'heure, donc si on perd le phénomène véno-occlusif, mais à ce moment-là, on perd la capacité d'avoir une érection. Et donc, certaines neurodégénérescences ou certaines dégénérescences vasculaires, comme le diabète, peuvent entraîner ceci, mais aussi des malformations plus anatomiques, comme la maladie de la péronie, qui entraîne une courbure pénienne, ou des traumatismes. Tout ça, ça peut entraîner une fuite veineuse et donc une dysfonction érectile. Après certaines chirurgies péniennes, après certains traitements, plus de chirurgie que de radiothérapie, donc que ce soit autant des chirurgies au niveau du pénis, mais que des chirurgies pour cancer de la prostate, de la vessie ou du rectum, on note souvent une perte de longueur pénienne. La moitié des patients vont rapporter ceci jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi en moyenne. Ça peut affecter la fonction sexuelle chez certaines gens. La radiothérapie et la chimiothérapie, qui est une façon de préserver la vessie, mais tout en essayant de contrôler le cancer, cause aussi de la dysfonction sexuelle. On a un peu moins de données pour la fonction sexuelle chez ces patients parce que souvent, c'est des traitements qu'on va offrir aux patients qui sont plus âgés ou qui sont donc moins des candidats pour des chirurgies. Mais si on extrapole les données qui existent à partir du cancer de la prostate, c'est probable que les traitements de radiothérapie, chimiothérapie entraînent une moins grande dysfonction érectile. Maintenant, le stress lié au cancer est un événement important qui va affecter la fonction sexuelle globalement. Parce que le cancer, c'est stressant. Il y a des défis physiques, il y a des défis émotionnels, on a des deuils, on a des changements dans la perception de l'image corporelle. Des fois, on a le soutien très fort de notre partenaire. Parfois, il n'y en a pas, ni de partenaire, ni de soutien. Donc, ça peut se vivre différemment. Et tout ça, ça peut lier à de la dépression, de l'anxiété. Ça peut atteindre l'intimité. Alors ça, c'est très, très important. Le cancer de la vessie, plus spécifiquement, se vit comme un spectre. Hein? On parle de cancer de la vessie non musculo-infiltrant jusqu'au cancer musculo-infiltrant qui, lui, met en jeu le pronostic vital. Mais dans ce spectre-là, ben, on sait que nos émotions vont jouer un rôle plus ou moins grand selon où on se retrouve dans le spectre de cette maladie. La dysfonction sexuelle, bien, se gère. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Maintenant, comment on peut retrouver la fonction sexuelle? On va en parler un petit peu plus. La rééducation du pénis permet, en fait, d'améliorer ou d'accélérer la récupération spontanée de l'érection. On veut récupérer la fonction du nerf caverneux. On veut diminuer le niveau d'intervention en support à l'érection. On veut diminuer le dosage des traitements, comme l'injection intracaverneuse dont on va parler. On veut prévenir les fuites veineuses, on peut prévenir la fonction endothéliale des vaisseaux, puis peut-être essayer de préserver la longueur du pénis, qui peut être importante chez certains patients. La rééducation pénienne n'est pas une amélioration de votre fonction érectile ou de la fonction érectile du patient de ce qui était avant la chirurgie ou avant l'intervention, évidemment.
Donc, l'objectif, c'est de rééduquer le pénis pour atteindre la fonction préopératoire. Donc, autrement dit, il y a certaines gens qui n'ont plus de fonction érectile préopératoire. Bien évidemment, on ne sera pas mieux après ce temps-là. Alors, le processus de rééducation du pénis s'exerce en plusieurs étapes. D'abord, prendre conscience de la dysfonction érectile est la première étape. Ensuite, il existe des médicaments, des injections, des procédures mineures qu'on peut faire, mais on peut procéder ensuite à des chirurgies parfois plus complexes, dont on parlera un petit peu plus tard, mais toujours au travers de conseils de différents experts et de différentes disciplines. Les traitements les plus simples sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Vous avez entendu régulièrement parler de sildenafil, le tadalafil, vardenafil, le Viagra, le Cialis ou le Levitra sont les médicaments qui sont les plus utilisés pour ce traitement. Mais ça dilate les vaisseaux sanguins, ça augmente le flux sanguin. Et il y a des bonnes études qui ont démontré que l'administration quotidienne d'une faible dose de tadalafil entraîne une amélioration significative de la fonction érectile assistée par un médicament par rapport à une absence d'utilisation de ce médicament. Maintenant, l'utilisation au besoin aussi semble fonctionner et donc ça, c'est un enjeu. Ce qu'on pense, c'est que l'utilisation précoce est recommandée parce que ça peut améliorer la récupération de la fonction érectile. Il y a plusieurs obstacles à l'utilisation de ces inhibiteurs-là. La majorité vont cesser de les utiliser en cours de première année. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires, des maux de tête, des bouffées de chaleur, congestion nasale ou même rarement des troubles de la vision. Mais il y a un certain désagrément à prendre un comprimé pour certaines gens, mais il y a certainement la notion de coût, parce que notre système de santé ne couvre pas ce médicament-là, même malheureusement si c'est dû à cause de cancer. Il existe des suppositoires intra-urétrales, typiquement c'est de l'alprostadil ou différents mélanges. Et le plus communément utilisé, c'est le MUSE, donc où on insère un dispositif, une espèce de suppositoire qui va se dissoudre dans l'urètre et libérer un médicament pour causer une dilatation. Donc ça, c'est des médicaments souvent utilisés. L'effet secondaire, c'est une sensation de brûlure dans l'urètre qui parfois peut être incommodée certains patients. C'est un même mécanisme physiologique, mais où l'injection intracaverneuse directement dans le corps caverneux du pénis avec une petite aiguille, un peu comme les patients qui s'injectent de l'insuline. Là, ici, on a un effet physiologique un petit peu plus fort, mais il y a des risques un petit peu plus accrus comme un hématome, un tissu cicatriciel, parfois décrit, ou un priapisme. Priapisme est une érection trop prolongée, donc si la dose est trop forte du médicament, on a une érection trop prolongée et là, il faut se présenter à l'urgence pour régler le problème. Enfin, on a des dispositifs d'aspiration et ça peut peut-être prévenir le raccourcissement de la longueur pénienne. Ça doit s'exercer avec une application d'un élastique à la base du pénis pour maintenir le sang qui a été aspiré. Et il y a des mécanismes comme Restorex maintenant qui sont commercialement disponibles, qui sont appuyés par des essais cliniques randomisés contrôlés après prostatectomie radicale, mais par extension, on va l'appliquer après des gens qui vont avoir une cystoprostatectomie radicale pour maintenir la fonction, la longueur pénienne, pour maintenir et même améliorer la fonction érectile. Et plus précocement c'est utilisé, plus c'est bénéfique. Donc ça, c'est une solution qui est commercialement disponible, qui est relativement récente, mais qui est appuyée par un essai clinique randomisé contrôlé qu'on peut recommander à nos patients. Il existe des interventions chirurgicales plus complexes encore, comme par exemple des prothèses péniennes qui soit peuvent être malléables ou qui peuvent être gonflables pour mimer l'érection. Donc ça, c'est des chirurgies plus invasives qui existent et qui sont disponibles. En résumé, on a vu qu'il y a la physiologie qui s'exerce, on a vu qu'il y a des relations interpersonnelles qui sont importantes et tout ça, ça contribue au rétablissement de la fonction sexuelle et ça l'amène à une fonction physiologique, dans le fond, qui est plusieurs dimensions, mais tout ça, ça s'appuie réellement sur la fonction psychologique, la fonction interpersonnelle et c'était une dimension importante de ma présentation dont je voulais que vous preniez conscience. Tout ça s'exerce non pas seulement par des urologues ou des chirurgiens colorectaux, par exemple, pour le cancer du rectum, mais vraiment dans une approche interdisciplinaire où on a des psychologues qui vont
nous aider à traiter, qui sont vraiment les experts pour traiter les dimensions psychologiques telles que l'anxiété, la dépression. Mais il y a des psychologues qui sont spécialisés dans la fonction sexuelle et ces sexologues abordent la question de la perte de fonction sexuelle puis de reconnecter avec l'ensemble des dimensions de la sexualité. Et ça, on voit qu'en clinique, ça a un impact très important. Il y a des physiothérapeutes aussi qui peuvent travailler le plancher pelvien parce que d'avoir un meilleur contrôle de la continence urinaire offre une meilleure confiance en soi et qui est particulièrement pertinente lors de l'exercice de la fonction sexuelle. Évidemment, il y a des pharmaciens qui vont aider, qui vont donner des conseils au moment des prises d'aide à l'érection pharmacologique ou autres. Et une dimension non négligeable sont les groupes et les groupes de soutien où les patients peuvent entre eux partager leurs émotions, les expériences, partager des trucs. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est très favorable. C'est mis en place par différentes façons dans les centres hospitaliers et les associations comme Cancer de la vessie Canada sont des éléments très clés pour mettre en œuvre ces patients-là et donner à nos patients un accès à des ressources qui sont très importantes. J'aimerais vous laisser avec cette pensée parce que la satisfaction sexuelle, ça va bien au-delà de la fonction érectile. Comme vous avez vu, il y a plein d'interventions qu'on peut faire pour améliorer la fonction érectile, mais la satisfaction sexuelle, en fait, est beaucoup plus globale. Donc, c'est important de considérer d'autres façons d'être intime avec son partenaire ou sa partenaire, comme s'étreindre, s'embrasser. C'est important de découvrir d'autres façons de satisfaire votre partenaire. Existe-t-il d'autres méthodes, des nouvelles méthodes à adopter dans la chambre à coucher lorsqu'on y est? Et donc, il faut s'adapter à cette nouvelle façon de vie-là. Hein? Quelle priorité accordez-vous à la santé sexuelle dans le contexte de vos antécédents personnels, dans le contexte de votre cancer de la vessie? Est-ce que ça change votre façon de voir la satisfaction et la fonction sexuelle globale? Tout ça, ça doit s'inscrire dans une situation de communication ouverte, vraiment de parler des préoccupations des patients avec son partenaire et des partenaires avec le patient. Donc, la communication est importante, mais aussi d'en parler aux différents conseillers en santé comme votre urologue, mais aussi comme votre sexologue, les psychologues. Ce sont des dimensions qui sont très importantes à reconsidérer afin d'essayer d'atteindre les différentes dimensions de la satisfaction sexuelle, encore une fois, qui va au-delà de l'érection. Sur ce, j'aimerais vraiment vous remercier de votre attention. J'espère que vous avez trouvé que c'est utile, que c'est informatif, parce que, dans le fond, c'est l'objectif de ce webinaire ou de cette consultation en différé. Alors, je vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage de l'écran et voir s'il y a des questions. Alors, peut-être qu'Alain Bergeron va être de retour. Oui, je suis de retour. Alors, merci beaucoup, Dr. Fredet, pour cette présentation très intéressante. Et puis, je pense que vous avez vraiment couvert tous les différents aspects là, du sujet. Là. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler de tous ces aspects de l'intimité. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs éléments d'information que vous avez présentés qui vont aider les gens qui ont déjà eu ou qui pourraient éventuellement expérimenter certaines des problématiques là, dont vous avez parlé. Oui, on va passer à la période des questions. Je vois qu'il y a déjà une personne qui a mis un commentaire dans le chat. Je pense qu'elle parle de ce que vous avez parlé là, du suppositoire intra-urétral, le MUSE, là, qui ne serait plus disponible. Est-ce que vous savez? Oui, en fait, on l'entend à répétition. Des fois, les pharmaciens peuvent chercher entre eux ou les patients peuvent s'échanger de l'information où il y en a. Je sais qu'il y a des patients qui ont réussi à l'accéder, mais on est conscient effectivement que c'est surtout depuis la COVID, en fait, malheureusement, dont le MUSE est plus disponible. Donc ça devient un enjeu. Parce que c'est la solution qui est la plus facile à utiliser pour le suppositoire intra-urétral. C'est pas vraiment un dispositif qui peut se préparer de manière magistrale par les pharmaciens.
contrairement à l'injection intracaverneuse qui, elle, peut être préparée de façon magistrale. Donc, il y a le Caverject, qui est l'équivalent d'injection intracaverneuse, donc directement avec l'aiguille dans le corps caverneux, dans le pénis. Mais lorsque le Caverject, lui, n'était plus disponible, les pharmaciens peuvent faire des préparations d'alprostadil ou de Trimix où ils font des mélanges. Et les pharmaciens sont formés, ont cette expertise-là et sont capables de le faire. Donc, il y a des alternatives à l'injection intracaverneuse lorsque les solutions commercialement disponibles ne sont pas disponibles. Mais pour le MUSE, malheureusement, il n'y a pas vraiment ces alternatives-là. On doit avoir accès aux produits. Donc, j'ai des patients qui en ont eu accès récemment, mais c'est vrai que c'est un enjeu grandissant. Donc, c'est une bonne question, effectivement, qui a été posée. Très pertinent. Ok, merci. Il ne semble pas y avoir d'autres questions, mais je pourrais vous en poser quelques-unes, moi, peut-être. Vous avez dit que des fois, c'était avantageux pour les patients de parler précocement de ces problématiques-là. Est-ce que, d'après vous, les discussions sur les dysfonctions érectiles, ça devrait avoir lieu avant les traitements ou après seulement quand ça se produit? À quel moment, en général, les urologues en discutent avec les patients? C'est une question très pertinente, puis ça contribue d'ailleurs à peut-être à soulager ou à enlever, diminuer les tabous qu'il y a autour de ce sujet-là. Et c'est donc la raison pour laquelle moi, j'en parle tout le temps. Donc, lorsqu'on va faire une chirurgie pelvienne, que ce soit pour la vessie ou la prostate, ou des fois on est appelé en support aux chirurgiens colorectaux lorsque ça touche les organes urologiques, je vais systématiquement parler de la fonction sexuelle, tout comme de la fonction urinaire d'ailleurs, en préparation à la chirurgie. Et déjà, cette préparation-là, d'être conscient que ça va s'en venir, ça fait partie des risques qui peuvent s'exercer. Donc, ça permet de mieux se préparer à ce qui s'en vient après. Ça permet de diminuer les tabous pour justement parler de ces enjeux-là. Donc, quand on fait ces chirurgies-là, répétition, là, comme les urologues, oncologues, nous le faisons tous, on, on prépare toujours les patients et on réévalue toujours précocement en post-opératoire si ces symptômes sont présents, comme ils sont fréquents, surtout au début. Et déjà, on initie les différentes méthodes et on essaie de choisir, dans le fond, la méthode qui paraît la plus appropriée aux valeurs, aux préférences de chacun des patients. Donc, c'est au travers de cette discussion-là en continu et où on augmente nos chances d'avoir une récupération érectile, parce qu'on parle de la récupération de la fonction érectile qui peut s'améliorer plus rapidement lorsqu'on commence des interventions plus précocement. Mais peut-être que ça peut avoir un impact aussi sur la fonction sexuelle plus globale en déconstruisant des tabous, en ayant en discuter. Donc, parfois, on demande à nos patients de consulter des physiothérapeutes en préopératoire si on a l'impression qu'ils sont à risque particulièrement élevé d'avoir de l'incontinence urinaire après une chirurgie pelvienne. On demande rarement de consulter un psychologue ou un sexologue parce que pour des raisons de couverture et d'accès aux soins, il faut que la condition soit présente pour pouvoir y avoir accès, en tout cas dans nos centres de cancer. Mais clairement, plus on agit tôt, plus on a des chances d'avoir une fonction érectile améliorée et plus on a des chances d'avoir une fonction sexuelle plus globalement définie améliorée aussi. C'est vraiment très, très pertinent cet aspect-là. Mhm. Aussi, je pense que c'est certainement difficile à déterminer, mais est-ce que les causes de la dysfonction érectile, le plus souvent, c'est psychologique ou physiologique, d'après vous? Ben, ça dépend comment on décrit les plus souvent. Parce Ouais. qu'en réalité, la dysfonction érectile, elle est présente même relativement fréquemment à un degré variable, même chez les jeunes. Et chez les jeunes, c'est beaucoup plus rare qu'on va mettre en évidence une dysfonction érectile de manière de cause physiologique, anatomique, vasculaire ou autre, comme on en a discuté tout à l'heure. Alors, et ces phénomènes-là s'exercent aussi
chez les patients d'âge un petit peu plus avancé ou même chez les patients plus vieillissants, a fortiori, parce que l'anxiété de performance ou les différentes dimensions psychologiques qui sont plus prévalentes, plus présentes chez les hommes vieillissants, peuvent venir altérer la fonction sexuelle. Évidemment, dans mes patients à moi, où moi j'exerce des chirurgies pelviennes fréquemment, ben là, la cause physiologique, iatrogénique nerveuse, en partie la neurapraxie dont on a parlé, mais aussi vasculaire, parfois la douleur ou des complications périopératoires peuvent entraîner des phénomènes. Et donc, on voit comment ça s'exerce, mais c'est pour ça que moi, je me fais un devoir de toujours questionner avant la chirurgie quel est l'état. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas retourner à cet état meilleur que ce que c'était avant la chirurgie. Donc, c'est important d'en prendre conscience, autant pour le chirurgien, parce qu'on va adapter aussi notre chirurgie. Notre geste chirurgical va dépendre des priorités du patient et de la fonction sexuelle au préalable. Donc, ça, ce sont des dimensions qui sont très, très importantes. Et donc, on va voir les deux. On va voir autant la dysfonction psychogénique. Parfois, c'est induit par des dimensions physiologiques, parfois non. Mais c'est important pour nous de toujours avoir ça en tête. Et pour les patients aussi, de l'avoir en tête, ça peut aider à poser des questions puis à vaincre notre gêne qu'on pourrait avoir parce que c'est un sujet qui demeure tabou. J'ose espérer pas dans le bureau d'un neurologue, mais c'est un sujet qui demeure souvent tabou. Donc, très, très pertinent comme commentaire. Merci pour la question. Euh, En fait, pour un patient, mettons qu'il y a eu une cystectomie, qu'est-ce que ce serait le temps que ça prend avant qu'il puisse reprendre des activités sexuelles? Est-ce que vous avez une idée de ça? Oui, en fait, on va encourager les patients de recommencer les activités sexuelles précocement. Maintenant, il faut s'entendre. C'est pas le lendemain d'une cystectomie radicale, une cystoprostatectomie radicale qu'on va faire ça. C'est une très grosse chirurgie et le processus de récupération, quand même, est pas banal. A contrario, après une prostatectomie radicale, surtout lorsqu'on a l'opportunité de la faire robotique, il y a très peu de douleur, la récupération est très rapidement. Donc là, le concept de recommencer l'activité sexuelle plus précocement est très pertinent. Après une cystoprostatectomie radicale, ben, il y a plus de douleur, il y a plus de c'est une chirurgie qui est quand même plus majeure. On a des fois des problèmes intestinaux aussi qui viennent se greffer à ça. Parfois, on fait une reconstruction urinaire, une reconstruction vésicale qu'on dit orthotopique, donc on reconstruit la vessie à l'intérieur. Ça, souvent, les patients vont pouvoir plus précocement reprendre les activités sexuelles parce qu'aussitôt que les douleurs post-opératoires, la fonction digestive urinaire se rétablit, bien, à ce moment-là, il y a moins les stigmates ou les changements qui sont reliés à l'estime de soi ou qui sont reliés à l'image corporelle. Donc ça peut faciliter aussi la reprise de la fonction sexuelle par rapport au fait à lorsqu'on doit créer une stomie. Hein, il y a plusieurs situations où on doit créer une urostomie. Et là, ben, il faut s'adapter à tout ça. Il faut prendre conscience. On parlait tout à l'heure des bruits, l'image, les odeurs. Tout ça, ça peut avoir un impact sur la fonction sexuelle. Donc, évidemment, reprendre précocement après, ça ne veut pas nécessairement dire dans les jours qui viennent, mais parfois ça peut dire aussi vite que dans les semaines, si le patient se sent confortable, que dans les mois qui vont suivre. Mais une chose certaine, c'est que plus on recommence précocement, plus on a des chances d'avoir une fonction érectile. Je mets mon chapeau d'épidémiologiste maintenant, de chercheur, et ben, plus on recommence précocement, ben, ce ne sont plus les patients qui sont intéressés dans la fonction sexuelle avant la chirurgie et qui ont un intérêt de récupérer. Et donc, plus ces patients-là sont à même de récupérer de la fonction sexuelle post-opératoire en lien. Et donc, ça affecte aussi le risque. Donc, c'est aussi un marqueur de risque de capacité ou d'un marqueur de capacité de récupérer de la fonction érectile. Donc, ces études-là sont un peu biaisées. Mais il en demeure pas moins que c'est physiologiquement, ça plaît à l'esprit et les lignes directrices, bien qu'elles sont basées souvent plus sur de l'opinion d'experts que des études, vont recommander effectivement de travailler la fonction sexuelle le plus précocement possible. Et puis pour ça, ben, il n'y a pas de mots-clés. Ce n'est pas des jours, des semaines, des mois, c'est lorsque le patient va s'en sentir prêt.
OK. C'est très pertinent. Oui. Je note aussi qu'il y a une question, puis je voudrais être Oh, certain, oui, qui est apparue dans le chat. Je voudrais être certain qu'on ait le temps d'y répondre. Je vous remercie de les poser. oui. Pour un homme qui éprouve une dysfonction érectile, par où commencer pour en discuter? Avec son urologue, avec son sexologue, c'est très pertinent. Je pense que je pourrais rajouter même avec son médecin de famille. Je pense que comme je pourrais en ajouter avec son partenaire de couple, son partenaire de vie ou son partenaire sexuel si on s'en sent à l'aise. Déjà, c'est une place où commencer d'en discuter qui peut contribuer à faire diminuer des barrières, qui peut contribuer à se reconnecter à une globalité de la fonction sexuelle telle que j'en discutais un petit peu dans ma présentation. Mais ensuite, pour avoir accès à des soins, puis pour travailler la fonction érectile, bien là, clairement, votre chirurgien, votre urologue est la meilleure personne où commencer. Mais déjà, votre médecin de famille est au courant avec plusieurs des méthodes pour travailler la fonction érectile de première ligne, comme par exemple la médication. Donc, je dirais que la majorité des urologues vont en parler d'emblée après des chirurgies pelviennes, après la chirurgie pour cancer de la vessie. Euh, les sexologues, vous pouvez y avoir accès. Dans toutes les cliniques, il y en a. Et puis, dans le privé, c'est disponible. Par contre, pour y avoir accès dans un centre de cancer, comme ici où je suis de Québec, on doit être référé par un autre médecin. Donc, la meilleure porte d'entrée, c'est vraiment votre chirurgien, votre urologue. Mhm. Il y a une autre question qui est apparue. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le cancer de la prostate et la grande consommation de produits laitiers chez l'homme? Donc, ça déborde un peu du sujet du cancer de la vessie puis de la fonction sexuelle. Donc, je vais y répondre brièvement, surtout que la période qui nous est allouée tire à sa fin. Mais c'est un sujet qui est controversé par rapport au lait, aux produits laitiers et aux substances d'origine animale aux graisses d'origine animale, il y a probablement une certaine direction, un consensus qui va vers une augmentation du risque de cancer de la prostate. Pas pour le cancer de la vessie, toutefois. Il y a moins d'études qui ont étudié le lien entre l'alimentation et le cancer de la vessie, alors qu'on se rend compte, puis on est en train de créer probablement les premiers éléments scientifiques qui risquent de transformer cette pensée-là. On est en train de se rendre compte que le microbiote intestinal qui est dépendant de l'alimentation semble affecter la réponse aux immunothérapies. Donc, on va au-delà du sujet de la fonction sexuelle, puis j'aimerais peut-être ramener à une dernière question. Je ne sais pas si Dr. Bergeron, vous en avez une Euh, autre. oui, une petite, parce que là, on a parlé tout à l'heure des de chirurgie comme la cystectomie, mais il y a aussi des patients qui ont des cancers non infiltrants et qui ont des traitements comme des traitements avec le BCG, tout ça. Est-ce qu'il y a une contre-indication à avoir des relations sexuelles pendant les traitements avec BCG? Alors, ça, c'est une très, très bonne question parce qu'elle a des aspects pratico-pratiques. Donc, lorsqu'on donne du BCG dans la vessie, il faut s'assurer de bien vider la vessie. Puis, c'est un médicament, soit le BCG, donc le bacillocalmette-guérin qu'on donne en intravésicale pour traiter le cancer de la vessie, ou la chimiothérapie. Ce sont des substances, en fait, qui peuvent être toxiques, pour lesquelles il y a un risque biologique. Donc, à l'hôpital, on prend beaucoup de précautions pour éviter, contrôler le contact avec le personnel soignant ou avec les patients entre eux, évidemment, a fortiori. Donc, ces consignes-là s'appliquent aussi à la maison. Donc, avec notre partenaire sexuel, je dirais qu'au moins dans les premières heures, jusqu'à temps qu'on ait uriné plusieurs fois, jusqu'à temps qu'on se soit douché parce qu'il peut y avoir eu ou baigné parce qu'il peut y avoir eu ces substances-là, chimiothérapeutiques ou BCG, qui peuvent être sur la peau. Donc là, c'est important à court terme d'éviter d'avoir des rapports sexuels pour éviter cette toxicité-là au partenaire. Mais une fois qu'on a uriné plusieurs fois, une fois qu'on a fait ces conditions-là, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de contre-indication d'avoir des rapports sexuels, quels qu'ils soient. C'est très, très pertinent. OK, ben merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a déjà, c'est ça, on arrive déjà à la fin de notre temps alloué. Alors, nous espérons que vous avez apprécié beaucoup ce webinaire. La semaine prochaine, nous accueillerons le pendant féminin de cette séance qui portera sur la santé sexuelle des femmes.
avec le traitement après le traitement du cancer de la vessie. Et ce webinaire sera animé par la docteure Andrea Kokorovic. En décembre aussi, nous aurons un autre webinaire qui va porter cette fois-ci sur les essais cliniques. Et ce webinaire sera présenté par la docteure Marie-Pierre Saint-Laurent. Alors, merci encore au docteur Vincent Fradel d'avoir partagé avec nous ces informations importantes et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup pour votre participation active. Ça a été très intéressant. Bonne soirée. Au revoir.